Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer. Bienvenue à ce quatrième webinaire de TIGA, dédié au métier du product designer. Je m'appelle Alexandre, je suis un des deux cofondateurs de TIGA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez revoir les webinaires passés et découvrir les webinaires à venir sur webinar.tiga.co. Vous savez peut-être déjà la mission de TIGA, là, juste deux mots d'intro avant de passer la parole à Mathias, consiste à aider les entreprises à créer les meilleurs produits numériques possibles. Pour cela, on intervient de trois manières. Tout d'abord en conseil avec des missions de product organisation ou de product stratégie, généralement auprès de Chief Product Officer. On intervient également en immersion, où des product managers ou des product designers de TIGA co-construisent des produits numériques avec les équipes de nos clients. Et enfin, en formant les product girls et les product guys aux différents rôles et métiers du produit, donc PO, PM, lead PM, head of product et très bientôt CPO. Et vous pouvez avoir le détail de toutes ces formations sur notre site tiga.academy. Et enfin, en dehors des missions qu'on réalise pour nos clients, on co-anime la communauté produit LPC, on tient aussi un blog sur le produit et on publie régulièrement des ouvrages qui sont téléchargeables gratuitement sur notre site web dans la section Nos prises de parole. Et très bientôt, il va y avoir un troisième ouvrage qui va être dédié au product design. Et en fait, les différents webinars design qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines reprennent les chapitres du livre. Et j'en profite pour vous dire qu'on enverra à l'ensemble des participants du webinar le lien de téléchargement de l'ouvrage. En gros, là, on est en cours de finalisation. D'ici une dizaine de jours, vous devriez recevoir notre email. Voilà. Donc voilà pour la petite introduction. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans l'onglet dédié. Donc, il y a un onglet chat, un onglet questions. Donc, c'est bien dans l'onglet questions que vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions des autres qui vous intéressent. Et à la fin, du coup, enfin, en gros, on va passer une heure ensemble, une demi-heure d'échange entre Mathias et moi, et une demi-heure pour répondre à vos questions. Et puis, je reprendrai les questions qui ont été plébiscitées. Mathias, je te propose Yes. de démarrer. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer pourquoi tu souhaites parler de ce sujet-là avec nous aujourd'hui? Yes. Bonjour Alex, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette douce période de confinement. Deux mots sur moi, du coup, je suis product designer chez Tiga depuis bientôt 3 ans. Avant ça, j'étais designer indépendant. J'ai travaillé pour plusieurs types de boîtes, donc de la scale-up, de la start-up, en passant par des grands comptes. Chez Tiga, je vais travailler sur plusieurs types de missions. Je vais avoir des missions en immersion, où je vais rejoindre des équipes de produits et plus particulièrement de design pour les accompagner sur un volet production. Donc ça va de la recherche utilisateur jusqu'à la conception UI. Je vais avoir des missions un peu plus courtes de conseil cette fois, où je vais accompagner des product stratégistes de chez Tiga pour concevoir et dérisquer des nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits. Et enfin, je vais avoir un rôle en interne chez Tiga de lead de tribe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais être en charge d'animer une communauté de pratique autour du product design. Et c'est dans ce cadre-là qu'on lance des initiatives pour faire rayonner Tiga les métiers du product design. Et c'est pour ça qu'on a écrit le bouquin dont tu as parlé juste avant. Ok, et pourquoi tu souhaites nous parler aujourd'hui du métier du product designer? Le product design, on a fait le constat que c'est une discipline qui est en plein essor aujourd'hui, qui est relativement jeune en France. Il y a beaucoup de questions qui vont graviter autour de la profession, comme il y a pu en avoir et comme il y en a encore pour le product management. Donc, on va beaucoup entendre, c'est quoi un product designer? C'est quoi les compétences attendues pour un product designer? C'est quoi la différence avec un UX et un UI? Toutes ces questions-là. Il y a beaucoup de flou. C'est une discipline qui demande à être normée. Et c'est pour ça qu'on a choisi déjà d'aborder ce sujet dans ce webinaire, mais aussi de, de dédier un chapitre entier sur le Product Academy 4 sur ce sujet. Ok. Je te propose de commencer par la base. Donc, est-ce que tu peux nous donner ta propre définition du product design? Très basiquement, le product design, c'est une discipline qui va viser à construire la meilleure expérience possible pour un utilisateur à l'échelle d'un produit digital. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une multitude de disciplines avec des terminologies différentes qui vont venir graviter autour du design d'expérience et c'est pas toujours évident de savoir qui fait quoi. Et du coup, pour comprendre ce que c'est que le product design, c'est intéressant de mapper toutes ces disciplines et de voir où est-ce que ça va venir s'intégrer. Donc, il y a un petit schéma qui pourrait être intéressant de présenter. Je te remercie.
Donc, ce qu'on voit là sur le schéma, c'est de manière très macro, on va retrouver la customer experience, donc qui va viser à apporter une expérience cohérente et homogène sur l'ensemble des points de contact avec l'utilisateur, donc que ce soit en online et en offline. Donc, si je prends un exemple pour expliquer, si je bosse chez Uber et que je suis en charge de la customer experience, bah moi, je vais devoir m'assurer que tout ce qui va être pub dans le métro, la relation avec les chauffeurs, les mails qui sont envoyés, les écrans de l'application, tout ça, ça va véhiculer l'identité de la marque et les valeurs. Donc, de manière un petit peu plus granulaire, on voit sur le schéma, on a également le service design. Donc, ça va Oui, chercher également à offrir la meilleure expérience possible, mais cette fois plus à l'échelle d'un service donné. Donc, si je suis service designer, je vais avoir tendance à garder un focus sur les points de contact non digitaux, mais également sur les processus internes à l'entreprise. Donc, je m'explique. Si je reprends mon exemple d'Uber et que je suis service designer, bah, moi, je vais devoir travailler sur un service donné, par exemple Uber Eats. Donc, concrètement, je vais être en charge de m'assurer que le gars qui va commander de la nourriture, il va recevoir et il va être satisfait de sa commande. Mais en plus de ça, au-delà de cette interaction avec le service, je vais devoir m'intéresser aux processus internes qui peuvent impacter la qualité du service, comme par exemple la formation des livreurs. ok. Donc, ok, par rapport à la customer experience, au service design, c'est clair. Et par rapport à l'UX design, comment tu positionnerais product design vis-à-vis de l'UX design? Euh, Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le point qui revient le plus souvent dans les questions liées au product design, c'est qu'on entend beaucoup, beaucoup parler du UX design dans nos métiers. C'est une Mhm. discipline qui, elle aussi, a pour ambition de créer la meilleure expérience possible. Donc, traditionnellement, on va plus parler du UX design cette fois quand on s'intéresse à l'expérience entre un produit numérique et un utilisateur. Donc, si je suis UX designer, je vais m'intéresser à des fonctionnalités qui sont en lien avec un service donné dans le but de les rendre utiles, utilisables, désirables d'un point de vue de l'utilisateur. Si je reprends mon exemple avec Uber là, et que je suis UX designer, je pourrais être amené à travailler sur, par exemple, le suivi de commande dans l'application Uber Eats. Donc, très concrètement, pour répondre à ta question, l'UX design, c'est la discipline qui va se rapprocher le plus du product design. Les deux vont chercher à apporter la meilleure expérience possible pour un utilisateur en prenant en compte leurs besoins. Mais selon Ok, nous, ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce qu'on appelle la culture produit. d'accord. Donc, si je comprends bien, la différence entre un UX designer et un product designer, elle réside dans le mindset, dans la culture produit. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ce que nous on appelle la culture produit, c'est un état d'esprit dans lequel on doit s'inscrire quand on bosse dans le domaine du product management au sens large, voire même dès qu'on bosse dans un environnement agile. Euh, Très concrètement, on a essayé de matérialiser cette culture produit en 5 grands principes qui sont décrits dans le bouquin, que je vous inviterai à lire, mais que je vais détailler là maintenant. Le premier grand principe, ça va être la prise en compte des enjeux business quand on va créer une expérience. Donc, évidemment, en tant que designer, je vais m'intéresser aux besoins des utilisateurs, mais il ne faut jamais que je perde de vue qu'il y a des objectifs stratégiques liés à mon organisation et qu'il faut que je les prenne en compte dans ma conception, quoi. Mhm. Deuxième grand principe, c'est le fait d'avoir une très bonne connaissance de son produit. Donc, en tant que designer, tout ce que je vais faire, ça va avoir des impacts dans le reste de mon produit. Donc, il faut que je le connaisse parfaitement. Et c'est vrai que c'est un problème qui est assez récurrent qu'on a remarqué dans certaines organisations où les équipes sont assez silotées. En tant que designer, je vais pas forcément être au courant de ce que va faire mon voisin et du coup, quand je vais créer quelque chose, ça va venir impacter l'expérience au global et pas toujours de manière positive. Et ça peut créer du coup des soucis de cohérence ou alors je vais réinventer la roue en créant des composants qui, ça se trouve, existent déjà, quoi. Ok, Troisième grand principe, c'est la collaboration. Donc, on est amené à travailler de manière agile avec des product managers et des développeurs. Donc, il faut être en capacité de co-construire avec eux, de comprendre leur métier, de donner de la visibilité sur son travail, collecter du feedback en données, enfin, tout ça, quoi. La partie collaboration, elle est extrêmement importante. On n'est pas à travailler en chambre et à livrer des maquettes sans se poser de questions, quoi. mhm. Le quatrième grand principe de la culture produit, ça va être d'être toujours orienté résultat. Donc, au même titre que les autres membres de l'équipe, le product designer, il va s'inscrire dans la durée. Il faut qu'il ait en tête que ce qui importe, c'est pas tant de shipper une feature pour shipper une feature, c'est que tout ce que je vais livrer, ça doit apporter de la valeur. Donc, d'un point de vue de l'utilisateur comme d'un point de vue du business, quoi. Donc, c'est toujours être dans la remise en question du brief initial et de se dire, voilà, est-ce que je réponds bien aux enjeux de l'entreprise et est-ce que j'apporte de la valeur à mon utilisateur, quoi. Ok. Et le cinquième principe et le dernier, du coup, ça serait Ouais, quoi? le dernier grand principe, c'est d'adopter une logique MVP. C'est pas chercher la perfection à chaque fois que je vais livrer quelque chose et savoir adapter mon niveau d'investissement en fonction du risque et du ROI qui est attendu. C'est vrai que c'est extrêmement classique comme frustration en tant que designer de se dire je vais construire une expérience cible, je vais imaginer des écrans extrêmement chiadés, je vais les proposer à mon PM
et je vais me rendre compte un mois après que ce qui a été produit, bah, c'est une version extrêmement dégradée de ce que j'ai fait, et du coup, je suis frustré. Donc, c'est bien de travailler avec une vision cible, mais il faut aussi qu'en tant que designer, je sois en capacité de lotir mon travail et de se dire que, OK, c'est quoi le MVP, c'est quoi la V1 que je peux faire pour apporter de la valeur, quitte à le faire évoluer par la suite, quoi. Hmm. Donc, pour en revenir ouais, au product design et pour résumer mes points, du coup, je vois vraiment le product design comme une évolution de la discipline de l'UX. Comme je l'ai dit, c'est une discipline qui est assez jeune, mais qui est en plein essor, qui demande simplement à être cadrée et normée, quoi. Ok. Donc maintenant que tu as clarifié la notion de product design, la discipline, est-ce que tu peux nous parler davantage des personnes qui se cachent derrière les product designers? Quelles sont, par exemple, leurs compétences? Bah, pour parler compétences, nous, chez Tiga, on considère que le product designer, il doit avoir un spectre de compétences qui est assez large. C'est un bagage qui va lui permettre de construire les meilleures expériences possibles. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est en prenant à la fois en compte les besoins des utilisateurs, évidemment, les enjeux Hmm. business et les contraintes et opportunités qui sont liées à la technique. Donc, on a construit un framework bah, que tu as présenté, merci. Un framework de compétences sur lequel nos consultants ils vont pouvoir s'auto-évaluer. Et c'est ce qui va nous permettre de définir un product designer comme étant full stack. Donc, nous, on est assez attaché à cette notion de full stack, pardon. Donc, de dire que bah, je suis voilà, multi-compétence et que je peux intervenir de bout en bout sur la conception d'un produit. Donc, comme vous le voyez là sur le schéma, on va retrouver dans ce framework bah, la user research, la conception, Hmm. l'idéation, l'UI design, le développement, l'UX writing, le product ownership et l'analytics et les soft skills. Ok. Et parmi toutes les compétences que tu as citées, là, lesquelles te semblent fondamentales pour un product designer? Euh, bah, toutes celles qui sont en vert éclairé, là, il y en a 5 qui nous paraissent vraiment être fondamentales. On va D'accord? retrouver la user research, donc l'art de comprendre les besoins des utilisateurs dans le but d'améliorer constamment le produit. Donc, dans cette famille de compétences, on va retrouver tout ce qui va toucher à l'observation, savoir mener des interviews, réaliser des tests utilisateurs, enfin tout ça. Il y a la partie conception. Ça va être la capacité du designer de collecter toute la matière qui a été récoltée en user research et devoir matérialiser les interfaces à partir de ça. Donc, c'est Mhm. construire l'architecture de l'information, faire une évaluation de son produit, construire des parcours, des mock-ups, enfin, tout ça, vous connaissez. Il y a la partie UI design, donc l'art de concevoir des interfaces haute fidélité. Donc là-dedans, c'est tout ce qui va toucher au visual design, donc les couleurs, l'icono, les fonts, savoir poser des guidelines, donc mettre les mains dans le design system, toutes ces choses-là. Mhm. Autre grande famille, la facilitation. Donc ça, c'est toutes les techniques qui vont permettre d'aider un groupe à atteindre un objectif en améliorant son efficacité. Donc pour résumer, c'est tout ce qui va toucher à l'animation d'atelier. Et enfin, le dernier pan de compétences qui nous paraît être primordial, c'est la partie soft skills. Donc j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on était dans la collaboration systématique. Selon nous, c'est un peu terminer le temps où le designer est un simple exécutant. On considère que en tant que product designer, pour être bon, bah, je dois être dans la collaboration systématique et être un bon communicant. Donc, ça passe par ces soft skills. Et j'ai la notion d'empathie aussi qui revient, qui est extrêmement importante parce que déjà, pour comprendre les besoins des utilisateurs, bah, il faut être empathique, mais aussi pour travailler avec des PM et des devs, il faut que je sois en capacité de comprendre bah, comment ils travaillent, c'est quoi leurs points de frustration, leurs blocages, leurs problématiques, pour pouvoir m'insérer au mieux dans l'environnement produit, quoi. Ok. Donc, bah, pour résumer, donc, designer, il doit avoir un bon niveau dans chacune de ces familles de compétences dites fondamentales. Et très Mhm. concrètement, si un designer il est très bon sur la partie user research, mais qu'il est mauvais dans tout le reste, c'est un profil qui peut être très intéressant dans certaines organisations, même dans toutes, c'est un user researcher. Mais nous, on ne considérera pas comme étant product designer. Ok. Donc là, tu nous as décrit les compétences fondamentales que doit avoir un product designer. Si on s'intéresse aux autres compétences du framework, là, quel est ton avis? Donc, développement, UX Writing, PO Analytics, c'est très utile. C'est un gros plus, mais ça ne nous paraît pas comme étant indispensable. Juste pour vous décrire rapidement comme pour les autres, dans la partie développement, on va retrouver tout ce qui est en lien avec la compréhension de la technique, voire même savoir coder soi-même, limite. Dans UX Writing, c'est tout ce qui va toucher au tone of voice, savoir appliquer, voire créer une charte éditoriale. Et dans PO Analytics, bah, c'est la connaissance du métier de product owner, tout ce qui est principe de l'agilité, la capacité à mettre les mains dans les analytics, etc., voire savoir remplacer mon PO s'il est en vacances, quoi. Ouais. Ok. Donc tout ça, c'est des gros plus, mais c'est pas mandatory. Et un point aussi sur la partie culture produit qui apparaît pas comme étant une famille de compétences à part entière dans notre framework, mais qui nous paraît Mhm. indispensable. Donc c'est vraiment réparti de manière diffuse dans tout le framework. Et c'est vraiment ce qui va nous permettre de dissocier le designer dit traditionnel
du product designer. Ok. Ça fait beaucoup peut-être pour une seule personne. J'ai l'impression que le designer que tu décris, c'est un peu le Superman du design, où ça peut être perçu comme un mouton à cinq pattes. Est-ce que c'est vraiment réaliste selon toi? Bah, c'est une évidence. C'est très très compliqué de tomber sur des designers qui sont excellents partout, hein. La unicorn, c'est rare, quoi. Mhm. Comme je l'évoquais, on retrouve beaucoup de profils spécialisés. Donc, j'ai parlé de la user research, mais on peut trouver aussi des gens qui sont très bons dans la partie UI design, dans la conception d'interface, tout ça. Donc, c'est des UI designers, hein, c'est assez classique. On a tous des domaines d'expertise où on est meilleur. On a été tous forgés par nos expériences passées qui tendent à nous rendre plus ou moins experts sur des verticales. À titre personnel, moi, je me considère meilleur sur la partie conception et UI parce que je viens du monde du web design. Mais chez TIGA, on a des profils qui sont vraiment meilleurs sur la partie user research, d'autres qui sont très bons dans la partie facilitation. Enfin, voilà, ça n'empêche pas d'avoir des expertises majeures, j'ai envie de dire. Mais nous, ce qu'on demande chez TIGA à nos product designers, c'est d'avoir ce socle de connaissances de base minimum. Et c'est ce qui va Mhm. vraiment nous permettre d'intervenir sur toutes les étapes de la conception d'un produit. Ok. Et concrètement, comment est-ce que tu définis ce socle de connaissances de base du coup? Euh, Bah, on a détaillé le framework là, que tu as présenté dans un outil qu'on a appelé le CBT, donc c'est le carnet de bord du Tigai. Voilà, merci. Mhm. Donc l'objectif de ce carnet de bord, c'est que chaque nouveau designer puisse s'auto-évaluer afin de déterminer quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses et où est-ce qu'il a envie de progresser. Donc l'idée, c'est que chaque famille que j'ai décrite là, il y a un ensemble de sous-compétences qui la composent, sur laquelle je vais pouvoir m'évaluer. Donc si je prends l'exemple de l'UI design, parce que je ne vais pas tout vous détailler, ça va être ultra boring. Euh, Dans l'UI design, je vais retrouver pas mal de sous-compétences comme visual design, des guidelines, outils workflow, etc. Et au sein de chacune de ces sous-compétences, je vais retrouver des questions type est-ce que je sais enrichir une charte en agrémentant de nouveaux éléments? Est-ce que je sais créer une palette de couleurs efficace? Est-ce que je sais créer un design system? Donc toute une série de questions. Et à chacune de ces questions, je vais pouvoir répondre par non, je ne sais pas faire. Oui, je sais faire, mais je ne me considère pas autonome. Oui, je suis autonome. Ou oui, je suis expert et je peux l'enseigner à d'autres. Donc, une fois que j'aurai répondu à toutes ces questions, donc c'est assez long et fastidieux, mais à la fin, on arrive sur une matrice de compétences qui va venir se dessiner, qu'on peut voir là en haut à gauche sur le schéma. Et je vais pouvoir identifier où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis un peu moins bon, et surtout où est-ce que je peux progresser. Donc, pour en revenir à ta question du mouton à cinq pattes, évidemment, on ne demande pas au product designer d'être expert partout. Par contre, de manière très concrète, en entretien, nous, on demande à recruter des profils qui ont un minimum, un niveau 1 sur chacun des pans de compétences qu'on a identifiés comme étant indispensables Ouais. et d'avoir une dominante minimum niveau 2. Donc, évidemment, c'est adapté en fonction du niveau de seniorité et du profil qu'on recherche, mais dans les grandes lignes, c'est ça, quoi. Ok. Donc maintenant que tu as parlé du product designer, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les personnes avec lesquelles il est amené à agir au quotidien? Ouais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la force du product designer, c'est que il peut et il se doit d'intervenir sur chacune des grandes étapes de la conception d'un produit, Mhm. en prenant à la fois en compte les enjeux des utilisateurs, leurs besoins, les contraintes techniques et les enjeux business. Et c'est donc tout naturellement que le product designer il est amené à travailler au quotidien avec les devs qui, eux, vont porter la vision technique, avec les PM et les PO qui, généralement, ils sont assez garants des attentes de l'entreprise et des enjeux business et aussi avec toutes les personnes qui sont en lien avec les utilisateurs. Donc, tu as par exemple les équipes CRM euh, et les experts métiers. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur les soft skills parce que tu es amené à travailler dans un écosystème avec plein de gens et faut être en capacité de communiquer avec eux, d'être empathique, de comprendre leurs besoins, quoi. Ok, ouais, je vois bien. Et donc tu parlais évidemment de la collaboration avec un product manager. Dans ce que tu décris, j'ai l'impression que les deux rôles sont assez proches. Est-ce que c'est le cas selon toi? Typiquement, c'est une question qui revient extrêmement souvent, la différence entre le product designer et le product manager, parce qu'on a l'impression que tout le monde fait un peu tout. C'est source de beaucoup de débats parce que les activités sont plus ou moins les mêmes, les objectifs en tout cas sont les mêmes. Il y a beaucoup de questions au niveau des responsabilités de chacun, qui va apporter la recherche utilisateur, qui va animer les workshops, qui va créer la roadmap, toutes ces choses-là. Et on a d'ailleurs un webinaire qui est dédié sur le sujet, je vous invite à vous inscrire dès maintenant, je ne sais plus quand c'est, hein, je crois la semaine prochaine ou celle d'après. Mais pour répondre rapidement à ta question, le binôme product manager et product designer, pour moi, il est clé pour concevoir un produit qui est de qualité. Mais pour ça, il faut que les responsabilités de chacun soient définies de manière très claire dès le départ. Hmm. Pour ça, il y a des ateliers qui peuvent être intéressants sous forme de diagramme de veine. Donc, il me semble qu'on a un petit schéma pour l'illustrer. Voilà, merci.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister tous les profils liés à mon organisation, enfin plutôt sur la partie conception d'un produit. Donc, il y a le product manager, il y a le product designer, et tu peux aussi retrouver les profils spécialisés, comme on l'a vu tout à l'heure, les user researchers, UI designer, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister toutes les activités liées à la conception du produit. Donc, faire la recherche utilisateur, concevoir les user flows, faire l'analyse de la data, toutes ces choses-là. Et on va faire émerger les overlaps qu'il va y avoir entre les différents métiers. Et une fois que tu auras listé tout ça, bah, ce sera plus simple de se dire, OK, je vois que la user research, elle est entre le product manager et le product designer. Bah, dans mon organisation, je vais définir que le lead sur le sujet, ça va être le product designer. Ce qui ne va pas empêcher ton product manager de venir t'aider sur cette activité-là, mais c'est toi qui vas être référent. Ok. Donc, je vois bien, là, j'en profite, là, je reviens sur ce qu'a dit Mathias. Si le sujet vous intéresse, on a un webinar qui est dédié à la manière dont le product designer peut s'intégrer au process de product management, que ce soit du product discovery ou du product développement agile. Donc voilà, ce sera moi qui serai en charge de l'animer, donc on se retrouvera peut-être à ce moment-là. Donc Mathias, là on arrive à la fin des questions que je voulais te poser. Si on devait retenir une chose de ce webinar, de ce que tu viens de dire, ce serait quoi? Si on devait retenir qu'une chose, je pense que ce serait la partie sur la culture produit. Il y a pas mal de trucs sur la partie compétences, full stack, etc. Mais je pense vraiment la culture produit, c'est ce qui va permettre aux designers de s'intégrer au mieux dans le monde du produit aujourd'hui. Et je pense vraiment que c'est ce qui va permettre d'apporter plus de poids et de crédit aux designers. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisations où le design est relégué au rang de simple exécutant. Et le fait de vraiment comprendre les enjeux business, de comprendre les métiers avec qui on travaille et d'adopter une nouvelle posture de challenge systématique, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir plus de poids dans l'organisation, tout simplement, quoi. Voilà. Ok. Très bien, je te propose de passer aux questions. Allez, Euh, alors, comment on appelle ça là? quelle est la place des product designers dans le growth? La place des product designers dans le gros. Bah écoute, j'ai envie de te dire la même que sur. Où est-ce que je peux voir la liste des questions là? Désolé, je ne maîtrise Tu pas du tout. as un onglet chat, questions et participants, et c'est dans le Que question. j'ai eu le malheur de fermer et je n'ai plus. Ah, Donc, la place du designer dans le gros, la même qu'au sein d'une squad traditionnelle, j'ai envie de dire. C'est juste que le scope est différent, que tu vas pas travailler sur les mêmes sujets, mais au final, la problématique, c'est toujours la même. C'est faire grossir ton produit, faire plus d'acquisitions. Et derrière, ton PM qui est spécialisé dans le gros, bah, il va te briefer au même titre que ton PM plus full stack, quoi. Je sais pas si tu as un complément hmm, d'info à apporter là-dessus, mais moi, je le vois. Enfin, pour moi, ton designer, il va être amené à travailler sur une squad dédiée ou sur une tribe dédiée. Et s'il est dans une squad plus grosse, bah, c'est exactement la même chose que pour le reste. C'est juste des problématiques qui sont peut-être un peu différentes, quoi. hmm. Moi, je dirais pour compléter, je sors un peu de mon rôle là d'animateur, mais du coup, il y a des expérimentations qui parfois sont basées sur une refonte du front. Et donc, évidemment, là, pour expérimenter, il faut que le designer soit impliqué au même titre que les autres membres de l'équipe. Donc là, je viens de trier les questions par le nombre d'upvotes, ce sera plus simple, désolé. Les Dans questions. le cadre, une question d'Enzo, dans le cadre d'une petite structure, finalement, le product designer et le PM ne sont pas les mêmes personnes. Point d'interrogation. Euh, Plutôt chercher des profils full stack que de doubler le poste. Bah, ça reprend le point qu'on avait vu tout à l'heure sur la différence entre le PM et le product designer. Euh, Je pense pas que le PM puisse tout faire. Comme on l'a vu, il y a énormément d'activités dans la conception, dans la partie conception d'un produit. Le PM, il va déjà devoir poser sa roadmap, il va devoir travailler avec ses devs, il fait aussi le product ownership. Il a besoin d'aide pour concevoir son produit, notamment sur la partie recherche, sur la partie UI et conception proprement parler d'interface. Et moi, je pense que oui, c'est indispensable que les profils soient doublés. On peut pas tout faire. Il y a des limites à un moment que le PM peut pas forcément dépasser, quoi. Alors, c'est évident que dans les petites structures, le product designer, c'est vraiment intéressant parce que comme il est censé être full stack, il peut intervenir sur plein de pans de la conception du produit. Alors, typiquement, dans certaines organisations, là où je bosse, là aujourd'hui, je bosse dans un gros acteur de la santé en France, pour pas le citer, mais je pense que vous l'avez. Euh, il y a une grosse équipe design, il y a beaucoup de PM, il y a des UX researchers dédiés. Donc évidemment, je ne vais pas être amené à travailler sur tout. Je vais travailler sur plus la partie UI, la partie conception et la recherche sera apportée par les researchers. Mais dans une organisation plus petite, bah oui, tu es amené à faire plus de choses, quoi. Ok, il y a une autre question qui est corrélée.
de Mathieu. Parfois, j'ai tendance à dire que le product designer, c'est un UX designer qui fait aussi du product ownership. Euh, je suis pas forcément très aligné avec ça parce que tout ce qui est product ownership, bah, ça va être la relation avec tes développeurs, ça va être de créer tes US, de faire en sorte d'animer ton backlog, etc. Et c'est vrai que traditionnellement, c'est pas vraiment le rôle du designer. Donc, non, j'aurais pas tendance à faire ce raccourci-là, mais on peut en discuter, c'est intéressant. Je sais pas si je réponds à ta question, Euh, hein, n'hésitez pas à recompléter derrière, hein, mais bah, j'imagine que là, le product designer que tu décris, c'est déjà assez ambitieux en termes de profil, comme tu l'expliquais. Si en plus de ça, on lui fait endosser le rôle du product ownership et toute la ouais. relation avec les développeurs, Après, c'est peut-être beaucoup pour une je seule pense que personne. ouais. Bah, typiquement, déjà, dans certains produits, prendre à la fois, si tu es seul designer, prendre à la fois la partie recherche, la partie facilitation, la partie conception et la partie UI, c'est déjà assez costaud. C'est pour ça qu'on aime bien doubler les profils, mais forcément, il faut un peu de budget. Si en plus je dois prendre la partie product ownership, en effet, ça me paraît très complexe. Par contre, dans certaines missions, ça m'est déjà arrivé de devoir aider mon PO sur l'écriture des user stories. Parce que moi, j'ai vraiment vu ce que j'ai construit. Je connais mes interactions, je sais ce que j'ai envie, je sais ce que j'ai envie d'avoir en prod. Et du coup, bah, je peux l'accompagner là-dessus, mais c'est pas moi qui est qui suis honneur de cette activité-là, quoi. On a une question d'Alexis euh, sur un sujet qui va être abordé dans un prochain webinaire et peut-être que tu peux apporter quelques éléments de réponse ici. Comment répartir le discovery entre le product designer et le PM? Comment éviter les zones de friction? Ouais, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur la répartition des rôles et responsabilités. Je pense que ça doit être un contrat à poser dès le départ avec ton PM et ton designer, de voir qui est en charge de la discovery. Ça fait un peu bateau, hein, mais ça va dépendre de ton organisation. Je sais que dernièrement, j'ai fait une mission de refonte sur, euh, sur un gros site, on va pas rentrer dans les détails, où j'ai pu travailler avec un PM de chez Tiga. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait ce petit atelier-là. Et derrière, bah, c'est lui qui était en charge de la research. Il était principalement en lead sur la partie collecte des données quanti avec les analytics. Et moi, j'étais en lead sur la partie quali parce que je faisais des interviews one-to-one. Donc, ça peut aussi être comme ça que tu répartis ta recherche, quoi. Le Hmm. tout, c'est qu'il faut définir un honneur, quoi. C'est que s'il y en a un qui n'a pas le temps et qui est occupé à bosser sur un autre sujet, il ne faut pas que le sujet soit pas couvert et que voilà, faut définir un honneur. Hmm. Dans le webinaire dédié, on vous montrera, on est parti du double diamant que vous connaissez tous, j'imagine, hein, le procès, l'approche design thinking assez classique. Et on a mappé les différentes activités, celle qui a été faite par potentiellement, il ne faut pas être dogmatique, mais généralement ce qu'on voit par le product manager et le product designer. Euh, et après, on s'est dit dans une organisation at scale où il y a des profils spécialisés qui appuient les PM et les designers, avec par exemple des user researchers, une personne qui est dédiée au design system, au visual design, comment on pouvait se répartir les différents rôles et responsabilités. Donc, on rentrera vraiment dans le détail dans ce webinaire-là. Ce qu'on dit aussi en deux mots, hein, c'est que euh, ce qu'on voit parfois, c'est que le PM tient le backlog de product discovery, donc tous les sujets à dérisquer, et que le designer, aidé par l'user researcher parfois, fait justement toute la recherche associée au sujet à dérisquer. Voilà, c'est une possibilité. Une fois de plus, il ne faut pas être dogmatique. Euh, Il y a une question il y a une question là sur les 5 principes du product design. Est-ce qu'on peut revoir les 5 principes? euh, Je te les refais en full accéléré. On vous balancera le lien de notre PDF là sur notre bouquin sur le product design où vous allez pouvoir retrouver tous ces principes-là. Mais dans les grandes lignes, c'était prise en compte des enjeux business, très bonne connaissance du produit, savoir collaborer de manière agile avec les autres membres de l'équipe, être orienté résultat et avoir une logique MVP. Voilà, désolé Alex, hein, j'ai pris la main là-dessus, mais c'est comme je voyais la question popper et qu'il y avait pas mal de votes là-dessus. euh, alors, T'as Michael Bastien. C'est marrant, ce nom me dit quelque chose aussi. c'est un petit guy probablement. Au sein d'une squad, quel est le mode de fonctionnement le plus efficace entre un designer, entre un product designer et un PM? Tu en as déjà un petit peu parlé, peut-être que tu.
Euh, ouais, oui, bon, on en a un peu parlé tout à l'heure, hein. Pour moi, c'est un binôme qui est extrêmement clé. Dans toutes les missions où je vais, j'essaye de passer le plus clair de mon temps avec mon PM. Comment tu te répartis les rôles, encore une fois, ça va dépendre de ton organisation, hein, mais moi, généralement, ce que j'aime bien, c'est bah, lui, il va arriver avec sa problématique. J'aime bien quand il fait un peu de discovery aussi, parce que souvent, les PM, il y en a beaucoup qui ont des affinités sur la partie quanti analytics, donc j'aime bien être alimenté Hmm. là-dessus. Moi, j'aime bien m'occuper de la partie quali, comme j'ai dit tout à l'heure, et derrière, bah, c'est moi qui vais proposer les interfaces, donc toujours dans un mode collaboration. C'est très rare que je ponde des interfaces, sauf pour des petites fonctionnalités qui n'ont pas besoin d'être vraiment dérisquées, mais c'est très rare que je ponde des interfaces sans faire les ateliers co-conception. Donc, c'est pas forcément se faire un design sprint de 5 jours, hein. C'est, bah, je vais faire un atelier qui va durer une demi-heure où je vais prendre mon PM, je vais prendre un dev, et on va se dire, bah, voilà la problématique, voilà les insights qu'on a, euh, comment est-ce qu'on peut craquer le case, quoi. Et derrière, après, je vais repartir avec ça et je vais mettre les mains dans Sketch ou dans Figma et je vais mettre ça au propre, quoi. Ok, très bien. Il y avait une question qui est corrélée, mais qu'on va pas aborder ici, qu'on va aborder dans le prochain webinar. C'était quand on fait toutes les cérémonies, notamment de product développement Mm. agile, là, Scrum ou Kanban, enfin ça dépend un peu de ce qu'on utilise Mm. comme courant. Euh, Quelle est la place de chacun? Est-ce que le designer est censé assister à tout, ou à certaines cérémonies? Donc on apporte des éléments de réponse dans ce prochain Ouais. webinar également. Une On question peut, de Michael. Oui, ah, on répond pas, même pas de manière macro, on lui dit, tu viens au prochain webinar, quoi. si tu veux, vas-y, je t'en prie, ouais, tu peux Non, 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 ben non, mais en des effet, éléments de réponse. on va détailler dans le prochain webinaire, donc je vais pas rentrer trop dans le dur, mais en gros, ça va dépendre de comment tes designers sont répartis dans ton organisation. Ça va dépendre de si tu as un modèle où tes designers ils sont au sein des squads. Et dans ces cas-là, s'ils sont au sein des squads, oui, évidemment, il faut qu'ils fassent tous les rituels comme le daily le matin, les rétros, on va voir les grooming, etc., pour répondre aux questions des devs. Si tu travailles pour plusieurs squads, pardon, que tu es dans un environnement plus tribu, là, c'est compliqué parce que tu vas avoir beaucoup de cérémonies et c'est à toi de voir est-ce que tu as une squad où tu travailles majoritairement et tu vas pouvoir aller faire certaines cérémonies et d'autres non. Et si tu travailles en mode studio, c'est-à-dire une équipe design qui est à part, là, c'est beaucoup plus complexe parce que bah, tu peux pas aller à toutes les rétros, toutes les grooming de toutes les squads pour lesquels tu peux travailler, quoi. Ok, une question de Michael que tu avais repéré tout à l'heure. Est-ce que les métiers liés au product design ne sont pas amenés à se spécialiser dans les organisations at scale, de grande taille? Donc Euh, designer, ouais, design bah, system, design ops, research, etc. c'est un peu, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est en fonction de certaines entreprises, en effet, tu as déjà des profils spécialisés parce qu'ils ont besoin d'avoir des gens qui font que de la research, qui font que certaines fois du prototypage ou qui font que de l'UI. Euh, donc si tu peux être amené à te spécialiser, je maintiens qu'il faut avoir des product designers un peu full stack pour s'occuper des core features et de la conception globale du produit. Maintenant, sur Mhm. certaines problématiques identifiées, bah oui, tu peux avoir besoin de profils spécialisés. C'est vrai que c'est un luxe en tant que designer de se dire, bah voilà, la user research, j'ai telle problématique, je vous donne mon proto et allez me dérisquer ça auprès de l'utilisateur. C'est eux qui vont gérer le recrutement, c'est eux qui vont synthétiser toute la recherche, etc. Euh, Alex évoquait aussi la partie design system. Bah oui, tu peux avoir des profils qui font que ça parce que c'est des tafs qui sont temps plein. Mais ça t'empêche pas d'avoir ce bagage de base dit full stack parce que tu es quand même dans un environnement où tu travailles avec d'autres types de designers et c'est quand même un gros plus de savoir bosser avec eux, de les accompagner, de les aider, tout ça, quoi. Ok. On a une question de Johanna. Selon toi, Mathias, est-ce au product designer ou au product manager de porter la vision produit? Euh, Qui est pour, garant de la vision produit selon toi? pour moi, garant de la vision produit, c'est lié au rôle de product manager. Euh, je vois bien le product designer comme quelqu'un qui va aider le PM à l'orienter pour prendre les bonnes décisions, pour s'assurer que il a toujours la vision de l'utilisateur en tête qui répond aux attentes business de l'entreprise, même si ça, généralement, il le porte très bien tout seul. Euh, mais voilà, je vois plus le designer comme un guide que comme quelqu'un qui va être responsable, honneur de la vision du produit, quoi. C'est vrai que traditionnellement, le PM, il va être amené à travailler avec le top management, il va être amené à travailler avec tous les différents stakeholders. Donc, il a une overview et ça fait sens que ce soit lui qui porte cette vision-là, quoi. Hmm. Ok, il y a une question d'Adrien.
Peux-tu partager les meilleures techniques d'interview pour la user research? Ouais, bah, ça mériterait ça mériterait un sujet dédié. Je sais pas trop ce que tu entends par meilleure technique d'interview. Moi, le process pour moi, elle est toujours plus ou moins le même, hein. C'est que t'as ta problématique, tu vas poser ton script de test avec ton équipe, tu vas voir qu'est-ce que tu as envie de creuser. Et après, c'est une posture que tu dois adopter en tant que designer, être à l'écoute, toujours demander pourquoi, éviter les biais de confirmation, éviter de couper la parole, le laisser parler. Enfin, tu as tout un tas de techniques que tu dois avoir quand tu mènes des tests, des interviews ou même des tests utilisateurs sur des interfaces que tu dois de maîtriser. Mais je pense que ça mériterait un sujet dédié, quoi. N'hésite pas à me balancer un petit mail, ce serait ravi d'en discuter avec toi. Je sais pas s'il y a mon mail quelque part, Je mais pense qu'on a des articles de blog hein, qui détaillent le sujet. Euh, là, juste une petite parenthèse, le parti pris du livre qu'on a écrit, ça s'adresse vraiment à ceux qui ont la main pour changer l'organisation design au sein d'une organisation produit. Euh, on n'a pas détaillé l'ensemble des outils à disposition du product designer pour travailler au quotidien parce qu'on s'est dit qu'il y avait déjà pas mal de ressources sur Internet et hmm. que le contenu est un peu moins inédit. Je me permets, Alex, là pour cette question-là, et même de manière un peu plus globale, euh, pour monter en compétence sur ces sujets-là, notamment la research, il y a un bouquin de Karine Lallemand qui est Méthodologie UX, qui est très très bien. Ça va pas te parler du tout de culture produit et de product management, mais ça peut te donner des tips sur la partie savoir mener des interviews, éviter certains biais, savoir mener les ateliers, tout ça. Voilà. Alors, on a une question de Mathieu, qui est une question complexe. Génial. Euh, Selon moi, le produit répond à des problématiques user et business en apportant une solution design et ou tech et ou process. Est-ce que finalement être product designer, ce n'est pas restreindre la solution à seulement du design en écartant l'aspect tech et ou process? Ouais, c'est intéressant. Typiquement, quand on va mener des design sprints, donc je ne sais pas, Mathieu, si tu connais cette méthodologie-là, c'est des ateliers de conception qui vont te permettre d'avancer très très vite et de tester des idées. On a tendance à écarter un peu la vision technique pour se dire, on va imaginer la solution cible et ne pas voir la technique comme étant une contrainte. Ça peut être intéressant pour poser une vision de ce que tu as envie d'avoir de ton produit. Par contre, dans le run, dans ton organisation, ça me paraît très très compliqué de faire fi de la partie technique parce que tu as besoin d'avoir quelque chose de réaliste, de facilement prodable. Et ça me paraît vraiment indispensable d'embarquer tes techs pour te mettre déjà des garde-fous. Et c'est vrai que souvent on a tendance à se dire, bah non, le tech il va juste me dire que c'est pas possible. Alors déjà, c'est pas vrai. En fonction de si tu l'embarques bien en amont dans tes problématiques, il sera même ravi de pouvoir venir t'aider et t'apporter des solutions. Et en plus, ouais, il connaît aussi bien le produit que toi, donc il peut même te trouver de nouvelles idées que toi, tu n'avais pas forcément. Et faut pas le voir que comme une contrainte, quoi, c'est ça que je veux dire. Ok, on a une autre question. C'est concrètement, quel est le rôle de la fonction design versus la fonction produit dans une organisation? Et idéalement, avoir une réponse selon la taille de l'organisation. Attends, c'est qui a posé ça là? Je ne vois pas la question. J'aime bien la voir. Alors, je ne connais pas le prénom, c'est AS. Ah, donc concrètement, quel est le rôle de la fonction de design versus la fonction de produit dans l'organisation? Pour moi, ton design, il est intégré totalement à ton équipe produit. Donc, je t'avouerais que je ne sais pas si tu as compris la question différemment de moi, Alex, mais je ne suis pas sûr de la cerner très bien, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec ce que tu as présenté tout à l'heure autour de Customer Experience, Service Design versus Product Design et les différentes organisations associées. C'est vrai que là, nous, on ne parle que de Product Design, donc c'est vraiment le design au service du produit. Et c'est le prisme qu'on a dans le livre. Donc, voilà, on considère vraiment que le patron de l'organisation au sens produit, c'est le Chief Product Officer. Et on le verra dans le prochain webinaire, c'est qu'il y a un Head of Product Design qui lui reporte. Euh, et donc, du coup, la fonction design, elle est vraiment ici, quoi. Donc, c'est vraiment au service du produit. Je sais pas si c'est vraiment le. Peut-être si vous pouvez préciser votre question. Du coup, peut-être en attendant, une autre question. Comment gérer l'organisation autour d'un seul product designer partagé par plusieurs équipes produits? C'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Quels outils orga mettre en place pour faciliter les interactions
entre le produit et le product design. Exemple, design sprint, Airtable. Ouais, bah ça, c'est vrai que c'est jamais évident quand tu es seul designer et que tu t'es amené à travailler pour plein de PM. C'est un peu le format studio que j'évoquais tout à l'heure. Dans la mesure du possible, il faut essayer d'embarquer le designer dans les outils que vous utilisez déjà. Donc, si vous utilisez des tickets Jira pour faire bosser vos devs, intégrez vos designers et pinguez-les là-dessus. Après, sur les outils, bah, ça dépend. Tu as les outils côté PM qu'ils utilisent au quotidien, donc j'ai parlé de Jira. Mais après, en tant que designer, bah, tu as tes propres outils pour collaborer avec ton PM. Typiquement, je bosse beaucoup sur Figma, moi, ces temps-ci, pour concevoir mes interfaces, mais aussi pour pouvoir partager mes assets avec les développeurs et également avec les product managers, parce que le produit Figma te permet d'avoir un mode de collaboration qui est assez poussé, où tout le monde peut voir les maquettes, tout le monde peut commenter, tu peux récupérer les assets de manière très claire, etc. Et voilà, c'est typiquement le genre d'outil que j'utilise au quotidien, quoi. Je sais pas si je réponds exactement à ta question, mais Une autre question de Marie-Aline. Comment gérer une répartition inégale entre les effectifs des designers et des product managers? Euh, J'imagine que c'est une situation où il y a peu de designers et beaucoup de PM. ouais, bah, ouais, classique, hein. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Du coup, c'est pas possible d'avoir un designer par squad, donc ça, on l'écarte. Après, il te reste deux possibilités. C'est où tu as un studio design et derrière, tu as les PM qui viennent pinguer le lead en charge du studio et vous allez vous répartir le taf comme ça. Ou vous arrivez à vous répartir en designer par tribu et chaque designer va prendre plusieurs squads et vous serez attribué à ces tribus-là. Mais oui, dans tous les cas, après, si tu es en sous-effectif, hein, à pas recruter, c'est sûr que Peut-être c'est que pas tu peux évident. dire un mot sur le design system. Euh, ouais, bah Parce que le design system, ça. oui, je sais pas si ça répond entièrement à la question, mais oui, c'est sûr que si tu as un design system qui est posé, ce qui est rarement le cas dans les organisations aujourd'hui, mais si tu as un design system qui est bien fait, qui est posé, ça va te permettre de gagner énormément de temps sur la partie production, typiquement. Euh, mais après, voilà, si tu as un problème d'effectif, hein, c'est pas le design system qui va pouvoir y répondre, quoi. Une question de Nicolas, qui est en lien avec le framework de compétences que tu as présenté. Est-ce qu'intégrer, la notion d'intégration, Ah, fait partie de la partie développement du framework? ouais, ouais, totalement, totalement. On le voit vraiment comme un gros plus, hein. Comme je t'ai dit, moi, je viens du monde du web design, donc la partie intégration, j'aime bien, je sais en faire. Mais clairement, c'est pas mandatory au quotidien dans une équipe produit, quoi. Tu seras jamais amené enfin, c'est très rare, sauf sur les petites structures, à devoir mettre les mains dans le code. Par contre, ça peut être utile pour collaborer avec les devs. Déjà parce que bah, ça te permet de challenger ce que eux te disent quand ils disent bah non, c'est pas possible. Et toi, si tu as un peu un bagage technique, tu peux peut-être un peu les challenger là-dessus. Et aussi bah, pour comprendre un peu mieux leurs problématiques, quoi. Donc oui, ça rentre dedans, mais c'est pas mandatory. Ok, j'ai une question de Meryl. Comment un product designer et un business analyst travaillent ensemble? Business analyst, c'est un peu la géométrie variable Ouais. comme poste. Je sais pas si tu as un élément de réponse là-dessus. Écoute, je pense que je vais te lancer la patate chaude, hein. Je suis sûr que tu as un avis extrêmement éclairé sur le sujet. Non, business analyst, parfois c'est des proxy product owners. Je sais pas exactement ce que recouvre business analyst dans la question, donc je Ouais. préfère ne pas répondre pour pas Surtout dire de que, bêtises. enfin, pour être très honnête, hein, j'ai jamais été amené à travailler directement avec un business analyst. Je pense qu'à mon avis, cette collaboration-là, elle est plutôt PM business analyst que designer business analyst, quoi. Ouais, souvent ils travaillent main dans la main pour faire les spécifications du produit. Alors, pour amener un élément de réponse, Ah, c'est particulièrement, il y a beaucoup de business analysts dans des entreprises qui ont des couches techniques avec beaucoup de règles de gestion dans l'industrie, dans la banque. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est d'arriver à travailler avec le design pour faire prendre en compte tous les cas. Et il y a beaucoup d'edge cases sur ces vieux systèmes. Donc c'est vrai que la collaboration peut être complexe parce qu'on est sur de la règle de gestion hyper fonctionnelle et pas forcément design. Il faut réussir à représenter dans l'interface. Voilà, je ne suis pas là, vous ne m'avez pas vu. c'est le génie qui pop quand on n'a pas la réponse à la question. Merci Fabrice. Il y a toujours quelqu'un à qui on peut donner la patate chaude. Euh, les questions, là, il reste des questions qui sont assez peu votées. On va quand même évidemment y répondre. Euh,
Avez-vous des best practices, donc Mathias, c'est pour toi, ça a sauté, pour améliorer la communication entre les équipes autour de la user research et de la conception? Sur la user research, il y a des outils qui Comment on existent fait? pour, c'est quoi? C'est pour communiquer genre tous les éléments de ta research à toute l'équipe? J'imagine, ouais, c'est pour pas perdre de matière, bien communiquer des insights, Il y a faire des, une il y a des conception qui outils s'appuie dédiés. sur la Je recherche. suis pas, je suis pas expert sur ces outils-là, mais il y a des outils dédiés qui existent. Je pense que Notion, tu peux l'utiliser. Je sais que dans pas mal d'organisations, ils utilisent ça pour collecter toute la matière et avoir une espèce de hub pour pouvoir retrouver tout ce que tu as récolté en fonction de tes problématiques. Moi, à titre personnel, quand je fais ma research, c'est toujours un peu le même pattern. Hein, je vais tout matérialiser sur des slides. Toute ma matière, je vais la collecter, je la fous dans un Airtable. Je fais ma tambouille interne et derrière, je les retranscris sur des slides et je vais venir faire des ateliers avec les équipes où je vais venir leur présenter toutes les problématiques que j'ai identifiées pendant la recherche. Et souvent, je bascule, j'enchaîne sur un atelier de comment est-ce qu'on peut répondre à ces problématiques-là, quoi, en mode brainstorming. Et il y avait une deuxième question dans la question, non, pas que sur la research. J'ai pas trouvé le truc, je sais pas où il est. Attends, je suis en train de remonter le fil là pour voir s'il n'y a pas des questions qui ont été upvotées. Euh, acculturation, entre parenthèses. Je sais pas, peut-être que c'était une notion de culture, de bien partager l'information, les insights à l'ensemble de l'entreprise, je sais pas. Ouais, non, ce que je t'ai dit. Ok, il reste assez peu de questions. Quid du rôle du product designer dans une approche Lean UX? Attends, je suis perturbé par la dernière question d'un de mes potes qui est probablement en train de me troller. Est-ce que tu peux répéter la question, Alex, s'il te plaît? Quid du rôle du product designer dans une approche Lean UX? Bah, pour moi, l'approche Lean UX, c'est plus ou moins l'approche que tu as quand tu bosses dans le produit. Tu es toujours dans l'amélioration continue. Donc, tu es guidé par cette méthodologie-là. C'est toujours, je vais récolter de la matière de manière rapide. Donc, je vais faire des tests, je vais faire un peu de discovery, je vais récolter un peu de matière data. Derrière, je vais rapidement prototyper des trucs avec mon équipe. Donc, tu as des ateliers pour ça, tu as le design sprint, tu conçois des protos, tu vas les tester rapidement, tu vas shipper ça en prod, tu fais des A/B tests, et derrière, tu améliores ton produit en continu. Donc, pour moi, c'est justement la méthodologie qui doit te guider en tant que product designer, quoi. Ok, il reste deux questions. La connaissance des produits concurrents, de l'histoire des produits numériques, doivent-ils faire partie de cette fameuse culture produit? Qui c'est qui a dit ça là? Parce que je ne la vois pas. Est-ce que tu peux répéter, Alex? C'est Frédéric. Est-ce que la connaissance des produits concurrents, Ouais. enfin la connaissance, j'imagine, du système autour de ton produit, enfin de l'écosystème, est-ce que ça fait partie de la fameuse culture produit selon toi? Euh, alors, je sais pas si ça fait. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Non, quand je parle de culture produit, c'est pas tant culture digitale et culture bench, tout ça, quoi. C'est vraiment les grands points que j'ai évoqués tout à l'heure. Pour moi, la connaissance des produits concurrents, c'est quelque chose qu'on va renseigner. Nous, dans la user research, c'est une compétence liée à la user research, c'est être en capacité de faire un bench concurrentiel, de connaître les produits qui gravitent autour du produit sur lequel tu travailles. Et je le vois plus comme une compétence à part que de le faire rentrer dans ce qu'on appelle la culture produit, quoi. Ok. Question de Thomas, qui sera l'avant-dernière. En fin de compte, le product designer que tu décris, ce n'est pas simplement la fonction qui maîtrise la conception de bout en bout, end-to-end, Mhm. et garantit son alignement avec la pertinence fonctionnelle pour le client final. Ça, si je comprends la question, ça c'est un product designer pour nous, c'est pas une personne qui mêle la casquette de designer et de product manager qui fait tout Mhm. Non. de bout en bout. Je pense que c'est assez lié, si je comprends bien la question, c'est assez lié à une question de tout à l'heure. Mhm. Et enfin, qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans le product design? Bon, il y a plein de trucs qui me plaisent dans le product design. La partie full stack, perso, j'adore ça parce que j'aime beaucoup bosser. Après, c'est des traits de caractère aussi, hein, mais j'aime beaucoup bosser sur toutes les différentes étapes de la conception de mon produit. J'aime bien découvrir les insights, j'aime bien animer les ateliers, j'aime bien mettre les mains dans la conception. Euh, Traditionnellement, moi, j'aime beaucoup mettre les mains dans l'UI parce que voilà, mettre les mains dans l'interface, ça me fait kiffer. Mais voilà, je pense que c'est cette notion de full stack qui me plaît et d'être un peu organisateur de la conception du produit, quoi, si je puis dire. Ok, j'ai Voilà. l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions, à moins que tu en aies vu.
On va aller manger là. Ouais, ça marche. Bah, du coup, ça fait un peu moins d'une heure qu'on discute. Je vous propose de s'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez accéder au replay du talk sur webinar.tiga.co cet après-midi ou plus tard demain matin. Je te remercie encore, Mathias, et je vous remercie tous pour votre attention. Bah, merci Et à je vous dis tous. à très bientôt. Et je vous ai mis dans le Salut. chat les uns les autres qui voudraient les liens, le lien vers les slides que je vous ai mis en PDF, les liens pour vous inscrire au prochain webinaire sur le design et revoir le replay de celui-là, et le lien pour le livre de Karine Lallemand que vous connaissez peut-être, mais que je vous ai remis. Donc vous trouvez ça dans le chat, on vous l'envoie par mail de toute façon. Ouais, salut à tous, merci beaucoup. Salut.